le but du live de ce soir, c'est un petit peu voir comment continuer à investir, quelles difficultés tu peux rencontrer, ton parcours. Je sais que tu es à ton compte et que tu es entrepreneur aussi, entrepreneuse, alors que ça se dit, mais c'est pas très joli. Du coup, voir les difficultés que tu rencontres quand tu es à ton compte aussi pour les financements notamment. Donc déjà, si tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours. Oui, alors du coup, je m'appelle Clémence déjà, donc j'ai un parcours un petit peu particulier. Moi, ça fait depuis 2018 que j'ai créé ma société. Enfin, en fait, mon activité existait déjà avant, mais j'ai vraiment commencé à en vivre et à la déclarer depuis 2018. Donc moi, j'étais sur les réseaux sociaux. En fait, je faisais des vidéos de divertissement sur YouTube. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre de ma société, grâce aux vues YouTube surtout, et aussi grâce à quelques partenariats avec des marques. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et je me suis rendu compte que, en fait, je voulais investir tout simplement dans l'immobilier. Sauf que quand on allait voir une banque et qu'on lui dit qu'on fait des vidéos sur YouTube, elle était pas trop chaude de te prêter pour investir dans l'immo parce que c'était trop. Enfin, c'est un nouveau métier en fait que les banques elles connaissent pas beaucoup et puis elles misent pas beaucoup dessus sur le long terme forcément. Donc du coup, moi, la banque elle refusait de me financer avec cette activité-là, même si ça tournait bien. Et donc, du coup, j'ai pris un CDI supplémentaire en plus de mon activité pour pouvoir être finançable auprès des banques. Donc ça a été ma première, ma première version, entre guillemets, pour pouvoir commencer à investir. Donc après, j'ai commencé les investissements dans l'immobilier. J'ai 2 immeubles de rapport. Ouais. Et aussi, après, j'ai continué à investir dans les crypto-monnaies. J'ai arrêté depuis plus d'1 an mon CDI. Enfin, ça fait 1 an, en fait. Là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an, peut-être même aujourd'hui, tu vois. Donc, ça fait 1 an que j'ai arrêté mon CDI. Et du coup, là, je suis sur un de mes chantiers travaux par rapport à mon deuxième immeuble. Ouais, j'ai plein de questions à te poser par rapport à ça, notamment par rapport aux travaux, parce que j'ai vu que tu faisais tes travaux des fois toute seule, notamment la Euh, peinture. oui, enfin, en fait, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de faire de base. C'est juste que parce que moi, je préfère le déléguer. Mais de toute façon, je crois que ça fait partie de tes questions. Moi, je préfère déléguer les travaux, Ouais. tout simplement parce que déjà, comme là, c'est de l'investissement locatif, moi, je peux le déduire de mes impôts, donc tout bénef. Normalement, je suis censée gagner du temps en plus en le déléguant et ne pas mettre d'énergie dedans. Sauf que mon chantier de travaux ne s'est pas passé comme prévu. J'ai eu une arnaque sur mon chantier. Du coup, au niveau de mon budget, j'ai un budget qui était du coup beaucoup plus restreint. Et en fait, c'est très difficile là où je suis de trouver des artisans de confiance ou des artisans qui bossent bien. Et comme on est en période de vacances, là, il y a beaucoup. En Ouais. fait, si tu veux, il y a très très peu de bonnes entreprises dans le secteur où j'ai investi. Et donc, du coup, les bonnes entreprises, elles ont beaucoup d'attentes. Donc, en fait, c'est soit Ok. je prends le risque de retravailler avec quelqu'un et soit il va finir les travaux, mais ça va pas être moyen, soit je vais encore me retrouver avec quelqu'un qui va m'arnaquer. Soit j'attends longtemps pour avoir quelqu'un de compétent qui va me le faire, soit les trucs que je peux faire, je les fais, quoi. Et moi, mon objectif, c'est, je suis en pleine saison là, Airbnb, où du coup en Airbnb ça Ouais, tourne super. très bien. Donc je me dis, ce que je peux faire, je gagne du temps et je le fais moi-même. Et comme ça, je peux louer plus rapidement et puis je déduirai les travaux que j'ai faits Ouais, bah, par les entreprises, quoi. pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans l'immobilier, ils se disent, bah, je vais faire les travaux tout seul pour économiser. En fait, c'est une fausse bonne idée parce que le fait de faire tes travaux, bah, tu perds du temps. C'est moins bien fait que si tu passais par un professionnel. Et bien souvent, si tu choisis le régime réel ou selon l'enveloppe fiscale que tu vas choisir, tu peux le déduire des loyers que tu encaisses. Donc, au lieu de le donner aux impôts, tu vas le donner à une personne qualifiée qui va te faire des travaux plus rapidement, de meilleure qualité. Après, par rapport à l'escroquerie que tu as eu, par exemple, un conseil que je peux vous donner, c'est que vous pouvez vérifier sur Infogreffe le nom du gérant, voir un peu le chiffre d'affaires aussi sur société.com, voir les statuts, s'il n'y a pas de changement dans les statuts,
voir depuis combien de temps la société existe. Vous avez plein de petits tips que vous pouvez mettre en place pour éviter de vous faire escroquer. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Alors, Après, moi, tu vois, tout ça, je l'avais fait et pour autant, ouais, bien sûr. ça suffit pas, c'est pas suffisant. Mais après, tu vois, il y a plein de choses que j'avais pas fait. Du coup, on pourra en discuter aussi. Mais moi, tu vois, tout ça, sur société.com, je l'avais vérifié et c'était carré, tu vois. Donc voilà, maintenant, moi, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi, même si là, en ce moment, je suis en train de faire une partie de mes travaux. Moi, je conseille de complètement le déléguer, mais de vraiment prendre du temps sur le choix de l'entreprise Ouais, avec qui on fait les travaux. Parce que souvent, en fait, on veut aller vite. Souvent, on a un différé. Moi, ça va, j'ai de la chance d'avoir un différé de 3 ans, tu vois. Donc là, j'ai mon différé d'1 an qui est parti, mais il me reste encore 2 ans de différé, donc je suis tranquille en fait, tu vois. Genre, c'est même pas comme si ça me mettait dans la galère ou quoi que ce soit. Mais souvent, les gens, quand ils ont un différé de 6 mois ou 1 an, ils veulent vite, vite se dépêcher de commencer les travaux, donc ils vont rapidement choisir une société. Sauf qu'en fait, si tu as des gens de confiance avec qui tu as déjà bossé, c'est bon, tu vois. Mais si c'est la première fois que tu te lances dans des travaux, franchement, faut vraiment s'il y a bien un truc sur lequel il faut prendre le temps, c'est de choisir l'entreprise qui va vous faire les travaux. Allez vraiment pousser dans les devis, avoir bien tous les détails, de marquer une deadline sur les devis, parce que souvent aussi on n'ose pas trop demander, parce qu'on va se dire, oui, mais si on demande ça à l'entreprise, est-ce que l'entreprise, elle va pas croire que on doute de sa confiance? Mais en fait, on ouais, s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance qui tienne. Il y a de l'argent en jeu. C'est un investissement. Donc, franchement, protégez-vous un maximum. Mettez une deadline au devis. Souvent, les entreprises, elles ne le font pas forcément d'elles-mêmes. Donc, si elles ne l'ont pas fait, vous le faites demander à ce qu'ils le rajoutent. Vous leur demandez bien la décennale. Et tant que vous n'avez pas la décennale, vous ne commencez pas le chantier, vous ne signez c'est pas le clair. devis. Et même quand vous avez la décennale, appelez l'assurance. L'assurance, L'assurance décennale, parce que souvent, en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est vous donner une décennale, vous donner un papier, parce que souvent, les gens, en fait, quand ils se lancent dans l'immobilier, on leur donne une décennale, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, en fait, l'entreprise, ça se ouais, trouve, elle c'est va clair. vous donner un papier, vous ne savez même pas que c'est pas une décennale. Donc, en fait, récupérez le Et, papier, ce qui vous donne comme assurance décennale, appelez l'assurance pour même confirmer que déjà la décennale elle correspond bien à vos travaux, parce qu'en fait, il y a une décennale pour l'électricité, une décennale pour la plomberie, une ouais, décennale pour le carrelage, etc. Ça se trouve, vous faites appel à un plombier qui va vous donner une décennale pour de l'électricité. Donc en fait, ça prendra même pas en compte. Le but de la décennale, pour ceux qui ne savent pas, c'est si l'entreprise, si demain, imaginons que vous faites appel à un plombier, il a une assurance décennale. Si le plombier vous fait les travaux de plomberie et que 2 ans après, il y a un problème au niveau de votre installation de plomberie, l'assurance décennale fait qu'il va revenir gratuitement, entre guillemets gratuitement, enfin, vous n'avez rien à repayer. Il va revenir faire les rectifications. Pendant 10 ans, en fait, vous êtes garanti sur les travaux qu'il aura effectués. Donc, c'est vraiment hyper important. Et parfois, bah, justement, les entreprises, faut pas commencer les travaux avant d'avoir ce papier d'assurance décennale. Et il faut vraiment que une fois que vous avez le papier, vous vérifiez que ça correspond bien au secteur des travaux que vous faites. Si c'est un plombier, que c'est bien, ça concerne bien la plomberie, sa décennale. Et aussi appeler l'assurance parce que la décennale, eux, les sociétés, ils la payent pour 1 an. Donc s'ils vous donnent une décennale mais que ça correspond à l'année dernière, ça veut dire que vous n'êtes pas assuré non plus sur vos travaux. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut bien vérifier. c'est clair. Et pour rebondir sur ce que tu disais, donc société.com, c'est très bien, mais n'hésitez pas à les mettre 26 euros, je crois, ou 29 euros sur Infogreffe pour avoir toutes les informations. En fait, sur Infogreffe, ce que vous pouvez vérifier, c'est le cabis, les statuts, mais vous pouvez vérifier aussi qu'il est à jour de ses charges. Et ça, c'est super important parce que si le gars, il est déjà pas à jour au niveau de l'URSSAF, au niveau de ses cotisations, bah, il y a un gros problème, à mon avis, il risque de partir avec la caisse. Donc faites attention à ça. Et comme le disait Clémence, pour les assurances, c'est pareil. Assurez-vous qu'il a bien les décennales pour les travaux qu'il va vous faire, qu'il a une responsabilité civile même. Et encore ça, ça vous regarde pas trop. Mais aussi, c'est pareil, s'il a des sous-traitants, qu'il est à jour, vous pouvez regarder combien il a de salariés. Si le gars, il n'a pas de salariés et prend un chantier à 150 000 euros, bah, ça peut être problématique. Donc, faites attention aussi que la société que vous allez retenir corresponde bien et soit en adéquation avec les travaux que vous avez à faire. Si vous avez un chantier tout bord d'état de 200 mètres carrés à faire et que le gars, il est tout seul, bah, ça peut poser problème. Pareil, si le gars, il arrive et il vous fait un devis au doigt mouillé, il va y avoir un problème. Donc, essayez de retenir un artisan de qualité qui vous donne des conseils quand il vient faire le devis. Si le gars ne vous apporte pas de plus-value quand il vient, il n'y a pas d'intérêt non plus. Le but, c'est vous, c'est pas votre métier, qu'il sache reconnaître là où il y a des problèmes, qu'il sache changer ce qui a changé, pas qu'il vous colle des suppléments pour rien.
Donc ça, c'est super important. Pareil, faites bien notifier tout ce qu'il y a à notifier dans le devis. Si vous devez faire une comparaison avec plusieurs entrepreneurs, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez un peu l'habitude, c'est vous mettre les désignations et de leur envoyer l'intégralité des désignations. Comme ça, eux, ils n'ont plus qu'à mettre les prix en face de vos désignations. Déjà, vous allez gagner du temps en termes de devis, de retour de devis, parce que lui, il aura juste à mettre les prix dans les désignations que tu auras mis. Et tu pourras comparer ce qui est comparable, parce que c'est pareil, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, mais quand tu fais appel à plusieurs entrepreneurs pour comparer leurs devis, c'est un film. Tout le monde met des désignations différentes, des montants différents, et à la fin, tu ne peux rien comparer. Donc, faites attention à ça. Et comme l'a dit Clémence, mettez un planning en place qui respecte le planning. Des déblocages, des montants que vous devez payer pour les travaux, pareil, qui correspondent à l'avancée des travaux. Ne faites pas, n'allez pas débloquer 50% du chantier direct. La compte, c'est entre 20 et 30%. Donc, vous versez les 20 ou 30 premiers pourcents et après, vous débloquez selon l'avancée des travaux. Cadrez ça, comme ça vous évite des problèmes. Mettez des pénalités, comme l'a dit Clémence. Il y a de l'argent en jeu. Vous, tous les mois où c'est pas loué, bah, c'est de l'argent que vous perdez. Donc, mettez des pénalités en place s'ils ne sont pas à l'heure sur la réception du chantier. Alors, c'est pareil, si c'est une semaine, ça va, mais si c'est 2, 3 mois, il faut qu'il y ait quelque chose qui encadre ça et des pénalités. C'est obligatoire. Exactement. On va suivre, sinon on va pas avancer. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancé sur l'immobilier? Alors en fait, moi, si tu veux, à la base, j'ai une formation de comptable. À la base, j'ai une formation de comptable et en fait, j'ai été comptable dans un syndic de copropriété. Et je me suis rendu compte déjà que tous les investissements immobiliers n'étaient pas rentables. Que certains appartements que tu pouvais acheter, au niveau des charges, tu te faisais des charges de copropriété, je parle, tu te fais allumer. Et donc, du coup, même si tu as des loyers qui tombent tous les mois, si tu comptes les charges de copropriété plus ton crédit, en fait, tu es en déficit. Rien que ça. Sans compter après, derrière, la taxe foncière. Et encore, en plus, si tu as acheté pour ta résidence principale, potentiellement ta taxe d'habitation. Franchement, des fois, l'immobilier, c'est bien, mais faut quand même être à la coulée. En fait, moi, j'ai compris très vite que l'immobilier, déjà, c'était pas toujours rentable. Mais quand ça l'était, c'était hyper avantageux parce que tu pouvais payer un crédit pour le même prix qu'un loyer. En tout cas, moi, dans la région où j'étais anciennement, parce que du coup, moi, j'étais en Île-de-France, j'étais à Marne-la-Vallée. Et en fait, les mensualités d'un crédit, c'était même plus bas que les loyers que tu avais. Et je me suis dit, mais c'est complètement stupide d'être locataire alors que je peux acheter pour moi et du coup payer moins cher. Et donc du coup très vite moi j'ai compris que je n'avais pas envie d'être locataire et que je voulais acheter, mais j'étais plus à la base dans une optique d'acheter pour ma RP parce que je voulais voilà faire mon premier investissement et je trouvais ça débile en fait d'être locataire. En tout cas dans ma région et dans mon secteur je parle parce que c'est peut-être pas pareil partout en France, mais dans mon secteur ça l'était. Donc du coup, j'ai compris très vite que c'était ça. Puis entre-temps, bon, comme je le disais, j'ai lancé ma société, donc j'avais plus de CDI, j'étais plus comptable en copropriété. Et du coup, j'avais toujours cette petite idée dans ma tête de me dire, ok, bah, il faut que j'investisse dans l'immobilier, mais j'avais pas vraiment de connaissances à ce moment-là, mis à part mon expérience en tant que comptable de syndic de copropriété. Donc du coup, après, je me suis formée et c'est là où j'ai vraiment commencé à investir. Mais en fait, c'est en me formant que j'ai compris que d'acheter sa RP en premier, c'était pas forcément la meilleure stratégie. Ouais, après, bon, ça Ça dépend. On dépend. va peut-être pas rentrer dans le détail ce soir, mais voilà, Ça par dépend des rapport au cas. financement, ça dépend. Tu vois, tu as des banques. Tout à l'heure, j'étais avec le directeur de la Caixa, il me disait que eux, par exemple, ils financent pas si tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. C'est-à-dire, si tu veux acheter du locatif en premier, ça marche pas. Donc, ça dépend vraiment des banques. Ouais. Après, moi, c'est vrai Mais, que dans tous les cas, tu vois, je me suis dit, en fait, à la base, du coup, j'étais partie, je t'ai dit pour acheter une RP. Et ensuite, après, je me suis dit, non, en fait, je vais commencer par faire un investissement locatif pour, en fait, faire un investissement locatif, augmenter ma capacité de financement en faisant un investissement rentable, tu vois. Et du coup, continuer à me créer de l'apport avec un différé. Et du coup, après, partir sur l'achat d'une RP ou continuer sur un investissement locatif. Et c'est ensuite, en me formant, que j'ai compris que je pouvais acheter des immeubles de rapport, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, un immeuble de rapport, parce que ça veut dire qu'il y a des lots que je vais pouvoir louer et il y en a un que je vais pouvoir garder pour ma RP. Donc en fait, en une seule ouais, bah, opération, je fais l'ensemble, tu vois. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir investir dans le sud. Après, bon, bah voilà, moi, j'ai eu de la chance d'avoir un banquier qui a compris mon projet. Et en plus, moi, c'est vrai que, encore une fois, comme de base, j'habite à Marne-la-Vallée.
Quand j'ai présenté mon projet à mon banquier, donc encore une fois, je me suis formée et je l'ai vu que tu le disais en story aujourd'hui, ça se prépare un investissement, c'est pas juste de trouver un bien, c'est même avant. Moi, j'ai mis mes comptes au carré pendant 1 an avant de commencer à faire mes investissements. Je faisais donc attention à toutes mes dépenses, mes comptes ils étaient clean, j'étais jamais à découvert, j'avais un peu d'apport de côté. Et à côté de ça, bon, du coup, j'avais aussi des très bonnes relations avec mon banquier. Mais en plus de ça, là, enfin, quand je suis venue voir mon banquier de Marne-la-Vallée, qui connaît peut-être l'immobilier de Marne-la-Vallée, mais quand je suis venue en lui présentant un immeuble, il s'est dit, mais alors déjà, je pense qu'il s'est dit, elle est folle. Je pense qu'il s'est dit, elle est folle parce que c'est pas du tout connu en fait dans mon secteur des immeubles parce que c'est très, enfin, c'est pas des projets que n'importe qui peut ramener. Et en fait, quand je lui ai présenté mon projet, effectivement, mon dossier bancaire, il était hyper carré. Moi, il m'a dit, franchement, déjà, quand je lui ai présenté mon dossier, il était choqué. Il était choqué du montant de mon projet parce qu'il savait même pas que c'était possible pour mon premier immeuble parce que c'est vrai que j'ai fait une super affaire. Et il m'a dit, en 20 ans d'expérience de directeur de banque, j'ai jamais vu un dossier comme ça. Alors que moi, c'était mon premier dossier bancaire, donc j'étais trop fière, tu vois. Ouais, c'est super important ce que tu dis. Franchement, je suis obligé de revenir là-dessus parce que quand on accompagne des gens sur la partie financement, comme tu dis, déjà, il faut préparer son dossier en amont. Tu ne deviens pas investisseur au moment où tu as trouvé un bien. Tu deviens investisseur 6 mois, 7 mois, 1 an avant. C'est important de préparer ton dossier, d'avoir des comptes un peu sexy, de se constituer de l'apport encore plus aujourd'hui parce qu'on sait que les banques demandent de l'apport et que aujourd'hui, c'est plus compliqué d'avoir du 110%. Donc, préparez votre dossier et quand vous présentez à la banque, présentez un dossier complet. Si vous avez un dossier où il manque la moitié des documents, vous exposez un refus de prêt. Donc, présentez un dossier complet. Si vous voulez, on a une liste de documents à fournir. Vous m'envoyez un message privé en DM, je vous l'envoie. Mais ne faites pas des dossiers incomplets. Si vous faites des dossiers incomplets, le banquier va faire quoi? Il va perdre du temps et il va vous mettre un refus de presse. C'est dommage d'avoir un refus pour ça. Donc, présenter un dossier complet, soit en version de papier, mais aujourd'hui, c'est plus rare. Je ne sais pas quand tu présentes tes dossiers. Et nous, la majeure partie des dossiers qu'on présente, des gens qu'on accompagne, version électronique, vous faites tout soit par fichier zip, soit par WeTransfer. Si la banque ne prend pas, vous faites des mails, relevés de compte avec les relevés de compte, vous envoyez avis d'imposition avec avis d'imposition, fiche de paye avec fiche de paye, et vous balancez tout. Mais c'est important de bien présenter, de faire gagner un maximum de temps à votre interlocuteur bancaire parce qu'au final, même si tu as le plus bel investissement du monde, le plus de rentabilité du monde, si tu n'as pas de financement, tu n'as rien du tout. Et ton interlocuteur bancaire, c'est une personne importante de ton projet. Donc ne néglige pas ça et ne va pas te griller bêtement. C'est ça. En fait, votre banquier, en fait, vraiment, il faut pas que tu t'offenses quand je dis ça, mais vraiment, prenez-le comme un gros fainéant, genre. Faut que votre banquier, Non, mais tu as mais faut que raison. votre banquier, et il en a 50 des personnes qui veulent des crédits sur son bureau. Simplifiez-lui la vie. S'il voit que votre dossier, il doit chercher des papiers, que c'est pas clair, que c'est brouillon, il a la flemme de le faire, votre dossier. Il va se dire, ah vas-y, c'est un dossier trop compliqué, je vais prendre un autre dossier que je vais financer, ça va passer comme une lettre à la poste et je vais pas me casser la tête. Donc franchement, Et simplifier au maximum. Franchement, monter un dossier bancaire comme si vous parliez à un enfant de 12 ans et simplifier lui la vie le plus possible pour qu'il ait envie de le faire. D'accord? Pour qu'il surtout ait que envie de le faire, même ton si. banquier, Voilà. surtout que ton banquier, il n'est pas investisseur. Ils ne sont pas tous investisseurs, loin de là. Mais Donc lui, grave. c'est pas que ça le fait chier de monter ton dossier, mais c'est que ça lui prend du temps. Lui, c'est un commercial. Il faut comprendre qu'à la banque, aujourd'hui, ils ont des objectifs. Il y a des produits et services. Ils ne sont pas spécialement commissionnés, mais en tout cas, ils ont des objectifs à réaliser. Faire un dossier IMO, ça prend du temps. Donc si vous lui mâchez pas le travail, c'est compliqué. Donc faites attention, faites-lui gagner un maximum de temps et allez-y, foncez, mais mâchez-lui le travail. Comme ça, vous allez gagner du temps et il aura envie de faire votre dossier. Comme l'a Exactement. dit Clémence, il en a 15 des dossiers sur le bureau, il en a 30. Il n'a pas que ça à faire. Donc, plus vous lui faites gagner du temps, plus vous avez des chances d'avoir votre crédit. Exactement. Euh, une autre question, est-ce que d'après toi, c'est plus dur d'investir quand tu es à ton compte? Oui, Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés par rapport à ça? bah oui, déjà, moi, je t'ai dit, avant d'avoir Girl Success, parce que donc Girl Success, c'est une société que j'ai créée il y a
Enfin, ça fait 2 ans que je l'ai lancé, mais j'ai changé de statut parce au début, j'étais en micro-entreprise. J'ai changé de statut il y a un an, un peu plus d'un an. Donc du coup, oui, c'est beaucoup plus difficile de se faire financer en tant qu'entrepreneur que en tant que salarié en CDI, parce que comme tu l'as dit, et moi c'est aussi ce que je dis à mes potes, parce qu'en fait souvent, en fait, moi je comprends la crainte des gens, parce que moi le financement dans l'investissement immobilier c'était ma bête noire. Quand je dis ma bête noire, c'était ce qui me faisait le plus peur dans l'investissement immobilier. Moi, ce qui me faisait peur, c'était pas d'acheter de l'immobilier, c'était pas de faire des travaux, c'était pas de est-ce que mon locataire il va me payer ou pas, est-ce que je fais ça un investissement à 800 km, est-ce que ça me pose problème? Alors ça, moi, je n'avais rien à faire, ça me faisait pas peur du tout. Mais moi, ma peur, c'était de pas avoir mon financement. C'était la seule crainte que j'avais. Et donc, du coup, si je vous dis ça, c'est en fait, en tant qu'entrepreneur, quand moi j'ai été voir mon banquier, la première fois, j'avais pas d'affaires. En fait, je lui ai juste dit voilà, j'ai envie d'investir, j'aimerais savoir à peu près combien je pourrais acheter. Il m'a dit c'est quoi votre situation? J'ai mon entreprise. Il a regardé les chiffres. Il me dit ok, mais c'est quoi votre activité? Je lui ai dit je fais des vidéos sur internet. Il m'a ri au nez. Il m'a dit c'est mort. Et donc là, ça a créé un putain de blocage dans ma tête parce que moi, j'avais créé tout mon plan. Je m'étais dit, ah bah oui, je vais investir dans l'immobilier, pourquoi je paierais un loyer? C'est complètement con, alors que si j'achète dans l'immobilier, bah, c'est moins cher pour moi et en plus, je m'enrichis. Donc, du coup, en l'espace de 3 secondes, il a cassé mon rêve, le gars, tu vois. Donc, du coup, non, mais vraiment, genre, moi, ça s'est vraiment présenté comme ça. Ben, Et donc, du coup, j'ai essayé de chercher. c'est comme ça pour beaucoup de gens. Voilà, donc, du coup, moi, j'ai essayé de chercher de solutions. Et en tout cas, à ce moment-là, c'était pas possible pour moi de me faire financer en tant qu'entrepreneuse. Donc, j'ai pris un CDI supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, je ne dis pas que c'est impossible de se faire financer en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez, si vous avez 3 ans d'activité, où vous avez quand même des bons bilans, et ça peut être dans certains cas, enfin, vous pouvez trouver des financements dans certains cas avant, mais ça reste quand même exceptionnel. Il faut vraiment que vous ayez une activité qui explose. Alors, vous pouvez trouver des financements avant, juste pour rebondir sur cette partie-là. Si par exemple, t'as 2 ans complets d'activité, tu as 2 bilans complexes, tu es sur la troisième année. Admettons qu'on est au mois de septembre, octobre, tu peux demander à ton comptable qu'il fasse un estimatif de ton bilan et de ce que tu as fait pendant l'année. Comme ça, tu as quand même beaucoup plus de chances d'avoir ton crédit. Après, ça dépend aussi de ta situation perso, de ce que tu as comme patrimoine. Ça dépend de plein d'éléments. Alors, en généralité, il faut 3 bilans, mais c'est pas parce que tu n'as pas les 3 bilans complets que tu peux pas te faire financer. C'est plus compliqué, mais ça va dépendre aussi d'autres éléments. En tout cas, tu as raison. Si tu viens de te lancer, que tu n'as même pas un bilan et que tu n'as pas de patrimoine ou que tu n'as rien du tout, ça va être très compliqué. On a pas mal de gens aussi qui nous sollicitent par rapport à ça. Ils viennent de se lancer. Ils ont même pas un an d'activité. Ils ne se versent pas de salaire sur leur boîte. C'est pareil. Si vous avez 2 bilans, vous avez fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes tout seul et du coup, vous n'êtes pas versé de salaire, bah, le banquier va regarder, il va se dire, en finale, c'est pas foufou. Si tu as un peu de charge, si tu as un peu de trucs, et le jour où tu vas te verser de salaire, il va rester quoi sur la boîte? Sur rien du tout. Donc, il faut faire attention, c'est plein de petits éléments. Et quand vous investissez et que vous êtes entrepreneur ou quand vous investissez par le biais d'une société, il y a des chiffres à connaître et il y a des choses à présenter à votre banquier. Ça, c'est important. Vous avez des vidéos sur YouTube aussi que vous pourrez aller voir qu'on a mis sur la chaîne Ton banquier à domicile là-dessus. Vous verrez que les chiffres à présenter, c'est un peu spécial sur la partie pro. Je pense que toi, aujourd'hui, quand tu sollicites ton banquier, tu lui montres ton activité, tu lui montres certaines choses. C'est ça. Bah, moi, pour l'instant, alors, j'ai pas encore eu de financement depuis que j'ai ma société Girl Succès. Tout simplement parce que, en fait, moi, mon deuxième immeuble, du coup, j'ai des galères sur mes travaux. J'attends que cet immeuble tourne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est vrai que je commence à avoir des investissements qui sont des belles opérations où, du coup, en fait, déjà, j'ai créé de la confiance avec mon banquier. En fait, mon banquier aujourd'hui, il me fait plus vraiment peur. Je peux pas dire qu'il me fait plus peur du tout parce que c'est quand même lui qui est décisionnaire. Mais après, des banques, il y en a plein. Donc, en fait, là, moi, je suis contente parce que j'ai un banquier avec qui j'ai, encore une fois, une très bonne relation, qui comprend ma stratégie. Et ça, franchement, quand on a un banquier comme ça et qui, en plus, moi, j'ai réussi à chaque fois à négocier du 110%, à avoir un différé, à voilà, avoir un crédit travaux. Enfin, du coup, genre, j'ai un banquier quand même qui est dans la compréhension de mes attentes et où on est dans une relation de donnant-donnant. C'est-à-dire que Ouais. j'arrive à négocier avec lui parce que aussi derrière, je lui apporte, comme tu disais, le banquier, c'est un commercial. Il a des objectifs.
Donc en fait, moi, je vais l'aider à atteindre ses objectifs et lui, il va m'aider à faire mes investissements. Et comme je lui apporte, ou en tout cas pour l'instant, je lui ai apporté des bonnes opérations, et ben là, il y a une vraie relation de confiance qui s'est créée parce que du coup, mon banquier, il sait que je sais investir correctement. Ou en tout cas, bon bah voilà, là, il sait pas que j'ai des galères sur mon chantier de travaux, mais en tout cas, du coup, pour retourner le voir avec ma société pour un nouvel investissement, que ce soit pour un achat de RP pour faire de l'achat-revente, pour que ce soit un autre investissement locatif, peu importe, même de la construction, pourquoi pas, parce que je suis vraiment enfermée à rien. J'attends que tous mes investissements soient carrés. Là, du coup, comme je suis encore sur mon chantier de travaux, j'attends que mon chantier de travaux il soit terminé, que ce soit remis à louer, que ça régénère des chiffres au complet, que je puisse retourner le voir en lui disant voilà, eh ben mes investissements aujourd'hui ça génère tant, 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 tant. Ma société elle génère tant, 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 tant. Et s'il y a besoin, et ben voilà, qu'est-ce qu'il vous faut pour financer tel projet. Je ramène un projet, le dossier il est carré, il est bien présenté, je lui facilite la tâche. Voilà, moi mes demandes c'est de me financer tant. Combien vous voulez d'apport? Est-ce que je mets de l'apport? Est-ce que j'en mets pas? Si j'en mets pas, est-ce que je peux vous aider à réaliser un objectif? Et après, c'est que de la négociation. Ouais, je reviens à chaque fois sur ce que tu dis, mais tu ramènes tous les éléments qui sont importants. Euh, les contreparties, c'est super important ce que tu as dit. Le banquier, vous venez pour solliciter un crédit, donc vous allez vous servir de l'effet de levier de crédit. Ça, c'est ce qui est intéressant pour vous. Le banquier, il faut voir aussi ce qui est intéressant pour lui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous soucier que de ce que vous voulez. Vous devez vous soucier aussi de ce que l'interlocuteur en face de vous a besoin. Donc, c'est un échange. J'aime pas ce mot-là, donnant-donnant, mais c'est un peu ça. Lui, il vous octroie le crédit. En échange, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Donc, vous mettez en place des contreparties, de l'épargne, par exemple, moyen-long terme, de l'assurance vie, du PEA. Aujourd'hui, un banquier s'en fout un petit peu d'un livret. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu mettes de l'argent sur un PEA, que tu mettes de l'argent sur une assurance vie. Donc, il y a besoin de contrepartie. Les assurances, c'est pareil, les assurances auto, habitation, mettez-les en place avec votre banque. Vous n'allez pas avoir un groupe d'assureurs pour faire ça. Ça ne sert à rien. Ils ne vont pas vous financer. Alors, peut-être que vous allez gagner 10 euros par an, super. Et vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour obtenir des crédits. Donc, pareil pour la téléphonie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de banques qui proposent des forfaits téléphoniques. Vous allez voir le banquier, vous lui demandez ce qu'il propose comme forfait téléphonique. Il sera super content. Vous allez jouer le jeu. Et du coup, lui sera heureux de vous financer. Quand vous allez venir le voir, il voit que vous lui ramenez des produits et services. Il est content de faire affaire avec vous. Pareil, la recommandation, super important. Dès que vous avez des amis qui recherchent un crédit, si vous avez un bon banquier, que vous entendez bien avec lui, que vous savez qu'il finance, recommandez-lui du monde. Comment il va vous dire non si vous lui ramenez 15, 20 personnes par an? Il va être super content. Si vous lui ramenez des clients, des bons clients, tous qui sont à votre image, donc le banquier, ça va être le plus heureux du monde, il aura envie de vous financer. Donc ça, c'est super important ce que tu as dit, les contreparties. Pensez aux contreparties. Pensez pas qu'à ce que vous avez besoin. Pensez à ce que votre interlocuteur a besoin, ça doit être un échange. Exactement. C'est quoi le plus gros problème auquel tu as été confronté dans l'investissement immobilier? Les travaux. Les travaux, et en fait, j'étais étonnée de voir que c'était un problème que beaucoup. Enfin, je savais qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui rencontraient des problèmes avec des travaux, mais je pensais pas autant. Et en fait, ça me rassure presque parce que je me dis que ça fait partie du processus d'apprentissage. En fait, plus tu augmentes de niveau, et au début, peut-être tu te lances dans des travaux qui sont voilà, de la petite rénovation, du petit aménagement. Et en fait, plus tu te lances dans des projets qui sont de plus en plus importants, et bah, tu commences à rencontrer des difficultés. Et je pensais je vais pas dire que je pensais être l'une des seules, mais je pensais être un peu quand même une exception. Mais en fait, j'ai l'impression que les exceptions en tant qu'investisseur IMO, c'est ceux qui ne rencontrent jamais de problème sur leurs travaux. Donc du coup, ouais, moi je dirais surtout les travaux, mais c'est pas tant de faire les travaux que je trouve compliqué, c'est la gestion de l'humain. C'est trouver l'entrepreneur. C'est la gestion de l'humain. C'est un truc de fou. Franchement, j'aurais. Mais même quand tu as une boîte, c'est ça qui est le plus dur aussi. C'est pas de faire avancer ton business. Enfin, je pense, hein, après, je sais pas si tu es d'accord, si tu as déjà eu des salariés, mais le plus dur, c'est dans tous les business, que ça soit l'IMO ou l'entrepreneuriat, c'est la gestion d'humain. C'est ça. C'est ça. Et donc, du Et c'est coup, pour ça que c'est comme à la banque. Il faut toujours savoir un petit peu ce qu'a besoin votre interlocuteur et ce qu'il recherche avant de voir ce que vous avez besoin. Et en faisant ça, vous vous placez dans une autre démarche et ça sera beaucoup plus facile pour la gestion. Après, il n'y a pas de vérité. L'humain, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, effectivement, après, on ne va pas rentrer dans les travaux, mais on avait une question tout à l'heure sur le fait de prendre un courtier en travaux. Ça peut être une solution si vous connaissez le courtier ou si la personne a de confiance.
On avait fait un live avec Shiraz qui est propriétaire en travaux. Ça peut être une option que vous pouvez mettre en place, de passer par un courtier travaux. Après, moi, ce que j'aime, c'est passer en direct. Pourquoi? Parce que tu as un échange justement avec la personne et tu as le fait de sentir l'interlocuteur que tu as. Est-ce que toi, tu le sens ou pas? Enfin, moi, il y a une question de feeling. Quand j'avance sur l'immobilier, je fais beaucoup de réseaux et j'ai besoin de sentir la personne que j'ai en face de moi. On s'est rencontrés sur un séminaire, on a un peu échangé. Et voilà, il y a quelque chose, il y a une affinité et on fait un live aujourd'hui ensemble. Et pour les travaux, c'est pareil, j'ai besoin de sentir la personne. Pour l'investissement, c'est comme ça. Pour l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Donc, le fait de passer par un courtier, alors que perso, on propose du portage pour le crédit immobilier, mais si je peux vous donner un conseil, c'est soit vous voulez gagner du temps et à ce moment-là, vous pouvez passer par un courtier délégué. Effectivement, si votre temps vaut plus cher que le fait de chercher une banque ou un partenaire pour les travaux. Mais sinon, faites la démarche tout seul parce qu'en faisant la démarche tout seul, vous allez trouver un interlocuteur qui va peut-être vous financer 2, 3, 4 biens. Le but, c'est pas de se faire financer une fois, c'est de multiplier les financements et du coup de ne pas rechercher un partenaire à chaque fois que vous allez chercher un Exactement. crédit. Donc, plus vous allez avoir un bon intermédiaire, plus il va y avoir de délégation et plus vous allez pouvoir passer avec la même personne. Est-ce que sur le sourçage de biens, comment tu t'y prends? Toi, tu démarches les agences, tu regardes sur Internet, tu conseilles de déléguer cette partie-là aussi à un chasseur. Comment tu fais? Non, moi ça, par contre, je le fais directement moi parce que c'est, bah, alors après, on devrait pas vraiment le faire. On devrait pas vraiment mettre d'émotionnel, mais moi, j'aime bien savoir où est-ce que je mets mon argent. Tu vois, j'aime bien comprendre ce qui se passe, dans quoi j'investis, pourquoi je le fais. Et en fait, moi, j'ai une stratégie aussi derrière, tu vois. Donc, je vais être sûre que ce que je vais acheter, ça va correspondre à ma stratégie. Et du coup, cette partie-là, je la délègue pas. La recherche de biens, moi, je commence en général, enfin, en tout cas, comment je me suis pris pour mes immeubles. Ce que j'ai fait, c'est, je suis partie sur les sites Le Bon Coin, Se Loger, un peu comme tout le monde. J'ai repéré une trentaine de biens à chaque fois. Hein. Je repère une trentaine de biens. Je vais tous les visiter. Il y en a peut-être que, par miracle, ça va être une pépite et peut-être pas du tout. Mais que je trouve un bien sur ces 30 là, que j'en trouve un ou pas, en fait, je m'en fiche. Parce que en visitant ces 30 biens-là, j'ai vu tellement d'agences différentes que du coup, j'ai vu presque toutes les agences du secteur. Donc en fait, toutes les agences du secteur, je les ai rencontrées, je leur ai parlé un peu de mon projet, ils ont vu un petit peu mon profil. Et donc en fait, indirectement, soit je trouve directement une pépite et tant mieux, soit j'en trouve pas, mais du coup, alors je dis pas tout aux agences, mais je leur donne quelques grandes lignes de ce que je recherche dans mon prochain investissement. Et je leur dis, du coup, voilà, j'essaie de créer. Enfin bon, j'ai même pas besoin d'essayer de créer. C'est qu'en fait, je pense que je suis quand même un peu sympathique, que voilà, je leur explique mon projet. Je suis sociale aussi avec les gens, je suis respectueuse. Donc du coup, bah en fait, tout simplement, ces agences-là aussi, leur but, c'est de vendre leurs biens, de toucher leur com. Donc si je leur dis, Ouais, c'est voilà, clair. s'ils voient que je suis vraiment motivée à investir, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement me rajouter à leur liste d'investisseurs potentiels. Et quand ils vont avoir des biens avant de les poster en ligne, ils vont me mettre à leur liste off-market. Et donc, du coup, c'est comme ça que vous faites un réseau et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des offres off-market. Moi, je passe pas directement par des chasseurs. Peut-être qu'un jour, si, je sais pas, moi, je décide de partir, de déménager à l'étranger, que j'ai envie de faire un investissement en France, peut-être que je passerai par un chasseur. Je sais pas, mais encore, je pense qu'aujourd'hui, quand vous commencez à vous faire un réseau un peu d'investisseurs, et c'est pour ça que c'est bien aussi Insta, c'est vrai que très vite, si vous cherchez un bien, vous allez pouvoir ne serait-ce que rentrer dans un club d'investisseurs, un groupe sur Facebook ou je sais pas moi, une petite communauté dans une formation ou un club privé ou je ne sais quoi. Et en fait, très vite, vous allez pouvoir vous filer des informations. Il y en a qui vont vouloir revendre parce qu'ils vont vouloir partir sur un autre projet ou voilà, tout simplement, vous allez pouvoir échanger et du coup, avec le bouche à oreille, vous pouvez trouver quand même assez facilement sans faire appel à un chasseur. Moi, en tout cas, je passe pas par un chasseur. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, ce que je fais, c'est je vais dans le secteur géographique où j'ai envie d'investir. Je regarde tous les biens qui sont sur le marché, sur les sites en ligne. Je les appelle tous. Je programme des visites. Donc, je vous dis, sur 30 biens, ça me prend à peu près 5 jours. 5 jours, je blinde les visites dans tous les sens. Je visite tous les biens, je rencontre toutes les agences. Je sympathise avec eux. Je leur parle de mon projet. Ils me rajoutent à leur liste d'investisseurs. Ils m'envoient les biens off-market jusqu'à ce que je trouve mon bébé. Voilà ma C'est marrant parce stratégie. qu'on a tous un peu,
On a tous un peu les mêmes stratégies. Alors moi, je cherche pas sur Internet, je vais directement dans la commune que j'ai ciblée. Je prends une ville, je cible, je prends toutes les agences IMO, je me fais une matinée, je me fais 10 agences sur la matinée, je leur donne les critères que je recherche. Je leur montre mon dossier, mes relevés de compte, mes bulletins de salaire, tout. Je leur montre tout. Et je leur montre aussi les investissements que j'ai faits. Et comme ça, après, tu noues un contact, tu as une relation avec la personne. Et souvent, sur 10 agences, ce que je dis aux gens, sur 10 agences, j'ai deux personnes qui me rappellent toute l'année. Alors, il y en a une qui me présente des biens qui ne correspondent pas forcément à mes critères, mais l'autre va se rapprocher et au fur et à mesure des visites, je vais toujours visiter. Et je vois avec lui pour essayer d'affiner la recherche et que ça corresponde de plus en plus aux biens que je recherche. Et au fur et à mesure, tu peux être sûr que dans l'année, il va me sortir un bien. Et c'est comme ça que vous faites des relations. Et plus vous en faites, comme tu dis, bah, moi, je sais qu'à peu près 10 agences, ça prend une demi-ans. Après, moi, je sais Mais que tu les sais que agences qu'elles m'ont souvent dit aussi, parce que du coup, moi, je suis dans un secteur où il y a quand même beaucoup de demandes d'investisseurs. Et en fait, moi, ce qui a fait aussi la grosse différence, c'est que je me suis déplacée sur place. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui appellent, qui disent oui, j'ai vu telle annonce, est-ce que vous pouvez me faire une visite? Alors, en plus, moi, j'ai commencé à investir, c'était le Covid. Donc, il y a eu des moments où les agences, elles faisaient pas de visite, des fois, elles faisaient des visites, mais en fait, les gens, du coup, voulaient pas se déplacer. Et en fait, c'est aussi ça qui a fait la différence. C'est que moi, du coup, j'ai montré que j'étais hyper déter. J'ai fait 600 kilomètres pour acheter un bien, pour visiter le bien. Et genre, j'étais sur place. Et genre, j'étais là, genre, je posais plein de questions. Je montrais que j'étais hyper intéressée et tout. Et du coup, ça, les agences, bah, elles kiffent. Franchement, moi, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit. Il y a au moins 3 ou 4 agences qui m'ont dit, ah bah, ça fait plaisir parce que c'est vrai que on a de la demande sur ce bien. On nous a appelé plusieurs fois, mais en fait, les gens, ils veulent visiter le bien à distance. Ils veulent nous faire une offre à distance. Mais du coup, en fait, vous montrez votre motivation. En fait, l'agence, ce qu'elle veut, c'est vendre son bien. D'accord? Elles veulent que la personne elle ait le financement. Donc, forcément, ils vont regarder le dossier de la personne, sa situation. Mais elles vont aussi regarder est-ce que la personne, elle a vraiment envie d'acheter le bien. Et pour aller au bout. Donc, si il y a quelqu'un qui a un bon dossier qui vient sur place et quelqu'un qui a exactement le même dossier mais qui ne se déplace pas, bah, si l'agence elle doit faire signer une offre d'achat, elle préférera faire signer l'offre d'achat à la personne qui s'est déplacée. c'est clair. Et même en vous déplaçant, en fait, moi, ce que je fais, c'est pour pas contrarier la personne, je me déplace toujours. Et sur place, vous affinez. Vous lui dites pas, ah non, ça correspond pas du tout. Non, vous lui dites, ah, peut-être que ça, on pourrait faire la prochaine fois, on pourrait modifier, ou peut-être qu'il pourrait y avoir une chambre en plus. Vous affinez votre recherche et vos critères avec lui sur place. Comme ça, déjà, la personne, elle comprend ce que vous recherchez. Elle voit que vous vous déplacez. Donc, comme a dit Clémence, elle voit que vous êtes motivé. Et ça évite, on ne fait pas des offres par téléphone comme ça. Enfin, à part si vous connaissez très bien le secteur, le lieu, le bien. Mais sinon, déplacez-vous, c'est important. Enfin, on parle de milliers d'euros, on n'est pas à la foire, on ne fait pas des offres comme ça. Donc déplacez-vous, allez voir sur place les biens, affinez vos critères avec les agents IMO. Ça leur fait plaisir, ça montre que vous êtes un professionnel encore une fois, et vous êtes dans l'échange, vous créez un lien avec la personne. Et c'est comme ça qu'après, vous pourrez avoir des biens off-market. Quand ils auront un bien, ils vous appelleront en premier. Moi, je sais que des agents IMO avec qui j'ai sympathisé, avec qui je me déplace souvent du temps, bah, dès qu'ils ont un bien, ils m'appellent toujours en premier, toujours en première étape. Donc faites vraiment les démarches, c'est important. Si, quand vous investissez dans l'immobilier, le but c'est de vous constituer un réseau et après vous allez pouvoir gagner vachement de temps parce que vous cherchez les annonces, ça va être les gens qui vont vous appeler pour vous apporter des biens. Pareil, au lieu de chercher un banquier, bah, vous savez que vous avez votre banque qui vous accompagne, qui vous finance. Pareil pour les travaux, vous avez votre entrepreneur, c'est tout le temps le même, vous êtes tranquille. Donc faites-vous gagner du temps, c'est du temps au début. Après, vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps, les biens vont venir à vous. Donc, faites les choses bien, vous verrez, ça sera plus facile. Est-ce que toi, aujourd'hui, enfin, tu as envie de vivre de l'immobilier? Est-ce que c'est une passion ou c'est juste quelque chose que tu fais plus de ton activité? Ben, moi, je vis de l'immobilier aujourd'hui. Enfin, je vis pas que de ça, mais je pourrais en vivre aujourd'hui. Donc ça, c'est bien, mais c'est en fait, c'est une passion. Parce qu'en fait, à la base, moi, je sais que je suis passionnée aujourd'hui. C'est-à-dire que, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, tu commences en te disant, déjà, tu le fais parce que tu as envie, pour plusieurs raisons. Tu as envie d'avoir plus de liberté, tu as envie peut-être de remplacer ton salaire par des rentes, tu as envie d'avoir une nouvelle activité, ça peut être de l'investissement en tant que marchand de biens, etc. Ça peut être parce que tu veux changer de profession, créer un patrimoine pour de la sécurité, pour tes enfants, etc. Mais en fait, c'est vrai que moi, je pense que quand tu commences à investir dans l'immobilier, tu peux plus t'arrêter. En fait, je pense que si je m'arrête, mais je vais tellement m'ennuyer
Genre, enfin, franchement, c'est parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un nouvel investissement, tu apprends des nouvelles choses. Moi, je connais personne qui, voilà, une fois, genre, je sais pas, t'as tellement de choses dans l'investissement immobilier. Moi, je me dis, voilà, là, j'ai fait de l'investissement locatif. Ok, investissement locatif, c'est cool. La prochaine fois, je fais de l'achat-revente. Ou la prochaine fois, je fais une construction. Ou la prochaine fois, je fais un investissement, un local commercial. Enfin, il y a trop de trucs à faire. Vraiment, genre, à un moment, même dans du locatif. À un moment, tu fais de la longue durée. À un moment, tu fais du meublé. Ou tu fais la location Airbnb, tu peux faire même de la sous-location. Bon, après, c'est un autre domaine, parce que c'est pas vraiment de l'investissement, de la sous-location, mais en fait, tu as tellement de choses à faire différentes dans l'immobilier que, à un moment, quand il y a une partie que tu commences à maîtriser, c'est bien. Je pense que tu restes toujours attaché à cette partie parce que c'est ta sécurité. Mais du coup, tu as envie de te tourner vers d'autres aventures en te disant, putain, mais alors si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne mieux ou pas? Et donc, en fait, tu as envie de faire des tests comme ça. Moi, là, tu vois, par exemple, dans mes travaux, je commence à faire de la location Airbnb. Et ben, c'est un autre investissement locatif pour moi que je connaissais pas avant. Et je suis en train de kiffer. Même là, tu vois, mon chantier, j'ai eu plein de galères, tu vois. J'ai eu plein de galères. Donc, des fois, comme tu vois, tu le disais tout à l'heure, j'ai dû mettre la main dedans, mettre la main à la pâte. Mais en fait, même, tu vois, le fait que j'ai dû me déplacer sur le chantier tous les jours, j'ai vraiment vu de A à Z toutes les étapes d'un chantier de rénovation. Tu vois, alors j'ai pas fait du gros œuvre, j'ai pas fait de la construction, tu vois, mais de A à Ouais. Z, tout casser et tout refaire. Maintenant, je connais les étapes. Alors qu'en fait, avant, bah, même si j'ai fait des formations dans l'investissement immobilier, j'ai fait dans l'investissement immobilier, mais j'avais pas fait de formation sur les travaux en immobilier, tu vois. Donc je connaissais pas exactement tu passais de quelle étape à quelle étape à quelle étape. Je savais comment aller voir trouver une société et faire le nécessaire pour normalement pas se faire avoir. Bon, ça n'a pas complètement marché, mais tu vois, par exemple, sur la direction des travaux, voilà, moi je faisais mon suivi de chantier, j'allais sur mon chantier tous les mois au début, je voyais que le chantier il avançait, mais en réalité, j'avais pas les compétences nécessaires pour me dire, ok, bah là c'est bien fait, là ça a été fait correctement ou pas. Et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que tout à l'heure tu parlais de courtier en travaux, mais moi je pense que si vous vous lancez dans les travaux, vraiment, c'est nécessaire, même si je sais qu'en tant qu'investisseur, on cherche toujours le maximum de rentabilité. Je vous assure, aujourd'hui, si je devais le refaire, je prendrais un maître d'œuvre. Ouais, Quoi qu'il arrive, important. même si Surtout vous avez, pour des gros travaux. mais même si vous avez une société tout corps d'État, je prendrais un maître d'œuvre qui va vraiment gérer avec le gérant de la société tout corps d'État. Alors, vous allez peut-être payer 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros, ça dépendra de votre chantier, le tarif du maître d'œuvre. Mais vous allez peut-être payer un maître d'œuvre un peu plus cher, mais franchement, en termes de sécurité pour vous, que ce soit en termes de sécurité par rapport à la gestion du chantier, pour vérifier que tout a été fait dans les normes, c'est ça qui est important, parce qu'en fait, il y a des normes, mais il y a des gens, ils vont vous dire, ouais, je vous fais l'électricité ou je vous fais la plomberie, mais ça va pas ça va pas forcément respecter les normes. Demain, vous avez une galère, vous avez un incendie, il y a tout qui crame, bah, votre assurance, elle te dit, bah, je prends rien en compte parce que c'était pas aux normes. Et là, vous l'avez dans le cul. D'accord? Donc, moi, je vous le dis, non, mais vraiment, vraiment, moi, je vous dis, prenez un maître d'œuvre qui va vérifier que tout est aux normes, qui va vérifier que tout a été fait, parce que, je sais pas, imaginons que vous payez l'isolation. Sauf qu'en fait, bah, l'entreprise derrière, elle monte les murs et elle vous met pas l'isolation. Bah, allez le vérifier en fait. Bah, le maître d'œuvre, lui, il va s'assurer que ce que vous payez, c'est vraiment la prestation qui est effectuée. Et si c'est pas effectué ou si c'est pas fait correctement, vous pouvez pas tout faire. Vous avez peut-être votre métier, vous commencez les investissements immobiliers, vous faites un peu de travaux parce que vous savez que c'est bien de faire des travaux pour me payer moins d'impôts, mais en fait vous y connaissez rien peut-être en travaux. Et c'est normal, vous inquiétez pas. Je pense qu'on commence tous par là. Et c'est pour ça que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est prenez un maître d'œuvre qui est extérieur à l'entreprise tout corps d'État si vous faites appel à une entreprise tout corps d'État. Si vous faites appel à plusieurs artisans, c'est pas grave, c'est le maître d'œuvre qui va s'occuper de tous les coordonnées, qui va faire le La planning, gestion. qui va voir avec eux et que s'il y en a un qui vient pas, qui va l'appeler pour lui mettre la pression en mode tu te bouges le cul parce que moi derrière j'ai le plaquiste qui doit fermer ou genre j'ai le peintre qui doit passer ou X ou Y et vous en fait déjà ça vous assure la sécurité. Vous êtes sûr que la prestation que vous allez payer au niveau des travaux, ça va être respecté. Au niveau des délais, vous êtes tranquille, ça vous libère du stress et ça vous libère de l'énergie mentale. Ça vous libère des cases mentales et ça, franchement, c'est au top. Et même si vous dépensez un petit peu d'argent dans un maître d'œuvre, dites-vous que si vous ne l'aviez pas pris, peut-être vous auriez perdu de l'argent parce que votre travaux, ils n'auraient C'est pas été clair. faits correctement ou vous auriez peut-être eu un chantier livré en retard.
Et donc, du coup, Essayez pas de faire des économies, des petites économies, ça n'a pas d'intérêt. En fait, vous allez pouvoir le déduire tout ça des loyers que vous encaissez. Alors oui, c'est un peu moins de renta, etc. Mais si vous faites une erreur, c'est une erreur à plusieurs milliers d'euros. Vous faites des investissements, vous n'êtes pas en train d'acheter à 10 euros ou 100 euros. C'est des milliers d'euros. Donc faites attention, prenez un maître d'œuvre. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu prends une entreprise tout corps d'État, c'est une chose, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, il prend plusieurs artisans. Oui, mais tu vas te tirer les cheveux si tu connais rien à l'immobilier. Alors moi, ça va, j'en ai plus, mais pour ceux qui en ont encore, si vous voulez les préserver, faites attention parce que si vous prenez des artisans, un plombier, un électricien, un plaquiste, un peintre, c'est pareil, mais si vous n'avez pas de maître d'œuvre pour gérer vos travaux, une personne qui connaît, vous allez mourir parce que si le gars il vient pas demain, l'électricien qui n'a pas passé ses gaines, ou le plombier il n'a pas passé non plus ses arrivées d'eau, ses évacuations, le plaquiste il peut pas fermer, l'enduiseur il peut pas faire les enduits, et là tu perds du temps sur ton chantier, t'es mort. Donc fais bien attention, si tu ne connais pas, de t'entourer de personnes compétentes, encore une fois. Et tu as raison, l'investissement, c'est une drogue. Moi, je vois ma femme, elle craque avec ça. Elle me dit, putain, mais j'arrive pas à te suivre. Tu es tout le temps en train d'acheter des trucs, on se croit au Monopoly. Mais en fait, c'est fait mais c'est le d'opportunités. Quand tu Monopoly. commences, c'est vrai que ouais, tu as pris goût, tu te dis, oh purée, là, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais grave. Et en fait, la vie, c'est comme ça pour moi, c'est fait d'opportunités, tu as plein d'opportunités, c'est trop bien. Enfin, si tu es là et que tu fais rien, alors après, c'est pas une critique. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent être devant Netflix ou n'importe. Chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu as envie de faire des trucs nouvelles tous les jours, de kiffer un peu ta vie, enfin, pour moi, la vie, elle est courte, faut la bouffer, quoi. Et il y a tellement de trucs à faire. Si tu restes chez toi à te faire chier sur ton canapé, bah ouais, c'est pas la peine. Mais si tu as envie de devenir vraiment investisseur, il faut prendre un peu de risque. Alors, il ne faut pas le faire de façon démesurée, faire n'importe quoi, mais ce qui va payer, c'est les risques que vous prenez. Pour moi, un investissement, si tu vas chercher de la renta, si tu vas chercher une opération intéressante, il y a forcément des risques. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de rentabilité. Tu as dû le voir parce que tu as fait pas mal d'investissements aujourd'hui. C'est forcé que tu prends des risques, des galères, comme tu as dit avec la personne qui t'a fait des travaux qui s'est barrée. Mais tu rencontres toujours des trucs comme ça. Il y a des fois où tu dors pas. Moi, je me suis vu sur mes premiers investissements, même encore maintenant, des fois, tu te dis, purée, dans quoi je me suis lancé? Tu as beau en avoir fait, mais tu rencontres toujours des nouvelles problématiques. Et des fois, je me dis, oh là 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 là. Et pourquoi je m'arrête pas? Putain, qu'est-ce que je viens chercher? Mais c'est ça qui te fait vivre, c'est ça qui te fait, voilà, il y a du mouvement, il se passe des trucs. S'il se passe rien, c'est chiant. Non, mais c'est Donc, ça. ouais, je te rejoins C'est ça. complètement C'est ça. là-dessus. C'est exactement ça. Moi, je me dis, tu vois, en fait, c'est, on dit que le bonheur, c'est le chemin, c'est pas la destination, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, mais moi, je pense que je peux pas m'arrêter. Parce qu'en fait, même si là, je suis en galère, en fait, l'aventure, elle est trop folle. Le jour où il n'y a plus d'aventure, je me dis, bah non, en fait, là, c'est bon. Du Ouais, coup, maintenant, je sais comment faire, là, les travaux. Bah, j'ai eu toutes les galères possibles. Donc maintenant, je sais ce que je vais apprendre de mes erreurs, je sais ce que je vais mettre en place. Je vais prendre un maître d'œuvre déjà. Et non, et voilà, il y a des erreurs que j'ai faites. Je sais que je vais pas les refaire. Et forcément, en fait, après, une fois qu'on prend l'habitude et qu'il y a les choses qui tournent, enfin, je pense que tu peux pas t'arrêter parce que c'est le chemin en fait qui te fait vibrer. Il y a la rentrée du cash flow aussi qui te fait vibrer, on va pas se mentir. Mais une fois que tu te rends compte que le cash flow il rentre, bah tu te dis, ben allons encore plus en chercher. En fait, pour toujours ouais, plus de c'est clair. sécurité, plus de Une liberté, faire plaisir à nouvelle ses proches. expérience, nouvel objectif. Ah ouais, nouvel objectif, tu as plein de trucs. Enfin, c'est difficile de s'arrêter parce que tu te dis merde, j'ai déjà fait ça, pourquoi je vais pas aller plus haut, pourquoi je vais pas faire un projet encore plus gros? Et après, tu arrives sur des sommes folles et tu te dis purée, quand tu regardes derrière toi, regarde ce que j'ai accompli et tout, tu es, content, tu es heureux et tu es fier de toi. Et c'est important, vous ne comparez pas aux gens. En fait, chacun a ses objectifs. Ce soir, nous, on dit que c'est ça ce qui nous fait vibrer, mais c'est pas forcé que pour tout le monde, c'est le même objectif. L'investissement émo, il y en a qui le prennent comme un investissement patrimonial. Ça va être en plus de leur travail. Il y en a qui vont se dire, bah, ça va être pour ma retraite. D'autres qui vont se dire, c'est un complément de revenu. Et d'autres qui vont vouloir en vivre. Nous, on a voulu faire ça, mais c'est pas forcé que ça corresponde à tout le monde. Donc, faites bien attention à ça. Ne regardez pas ce que les autres font. Regardez ce que vous avez envie. Quels sont vos objectifs et avancez par rapport à ce qui vous fait vibrer. N'avancez pas par rapport à Pierre ou Paul ou Jacques que vous avez entendu sur les réseaux sociaux. Lui, il gagne ça ou il gagne ci. Déjà, il peut y avoir des conneries. En plus, votre expérience, c'est pas la sienne. Donc, chacun a son expérience. Faites-vous votre expérience et kiffez, profitez. La vie, c'est un voyage. Faut profiter tous les jours. C'est une nouvelle aventure. Donc, profitez vraiment de ça. Je sais pas si des gens veulent se lancer, quel conseil tu pourrais leur donner? Euh,
si les gens veulent se lancer, quel conseil je pourrais leur donner? Développer votre réseau. En fait, formez-vous, mais je sais que je peux comprendre. En fait, aujourd'hui, dans la formation, il y a deux problèmes pour moi. C'est que les gens, ils ont peur de se faire arnaquer avec la formation. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs et du coup, on ne sait pas lequel choisir. Donc, moi, je vous dirais de vous former parce que c'est comme ça que moi, j'ai fait mon parcours. D'accord. Je me suis formée et après, en plus, je me suis formée avec plusieurs personnes différentes. Et d'ailleurs, j'ai plein de formations animaux que j'ai pas terminées, que je vais terminer, justement sur la construction et sur les travaux. Voilà, j'avais pas fini ma formation travaux, j'aurais peut-être dû la finir. Mais non, voilà, il y a, en fait, trouver des personnes qui ont les résultats que vous voulez et essayer de. Et quand je dis ça, je tempère parce que des fois, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, par exemple, sur les réseaux sociaux, d'accord. Donc, demandez plusieurs avis, consommez du contenu gratuit. Si vous avez besoin, vous pouvez venir me poser des questions. Moi, je fais pas de coaching et je fais pas de formation en immobilier, mais je connais pas mal de formateurs en immobilier. Donc, si jamais vous êtes intéressé, en fonction de votre projet, je peux peut-être essayer de vous conseiller quelqu'un si vous voulez vous former. Maintenant, si vous ne voulez pas vous former, vraiment faites en sorte de participer peut-être à un maximum d'événements physiques, de développer votre réseau, parce que c'est aussi en échangeant avec d'autres investisseurs qui ne sont pas forcément formateurs, en participant et en prenant de leur expérience et de leurs erreurs, comme là ce soir vous êtes en live et on a parlé, on a échangé, on vous a donné quand même pas mal de conseils, que ce soit sur les dossiers bancaires, que ce soit sur les travaux, etc. Voilà, c'est en prenant l'expérience des autres investisseurs, en connaissant leur parcours, leurs erreurs qu'ils ont faites, que vous n'allez pas les reproduire et que vous allez possiblement gagner du temps ou de l'argent ou oui, enfin voilà, ou de la connaissance en fait tout simplement. Et je pense que ça c'est la meilleure chose à faire avant de commencer, avant même de commencer à chercher un bien ou quoi que ce soit. Moi je dirais soit vous vous formez et je vous conseille vraiment à vous former avec le formateur qui vous semble le plus compétent à vous former. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous former parce que vous avez vraiment trop peur de vous faire arnaquer ou quoi, développez un maximum votre réseau immobilier avec d'autres investisseurs, participez à des événements, même des événements gratuits, rentrez dans des groupes Facebook ou des clubs privés ou quoi que ce soit, mais vraiment essayez de développer un maximum votre réseau avec des investisseurs immobiliers pour prendre l'expérience des autres investisseurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les formations IMO, c'est bien, mais déjà n'en achetez pas 15. Personnellement, nous, on propose une formation sur l'investissement IMO et une formation sur le financement bancaire, mais même si on en commercialise, si on en propose aux gens, quelqu'un qui me sollicite et qui me dit j'ai déjà acheté une formation, n'en achetez pas 15, il n'y a pas d'intérêt en fait. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est comme ça que vous allez faire votre apprentissage. Une formation, c'est très bien pour vous former, comme l'a dit Clémence au début. Alors, soit vous le faites de façon gratuite, soit vous prenez une formation. Si vous prenez la mienne, je serai très content. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais surtout, moi, je vois des gens sur des séminaires, c'est tout le temps les mêmes. Sur des formations, ils achètent toutes les formations qui existent. Moi, personnellement, si tu me sollicites que tu as déjà acheté une ou deux formations, je vais te dire ne prends pas de formation. Tu ne vas pas en acheter 15. Moi, j'en ai rien à faire que tu me prennes un truc à 1000 balles. Je préfère que tu aies des résultats et que tu passes à l'action plutôt que tu achètes 15 formations. Ah ouais, parce Il n'y que a pas d'intérêt. Euh, enfin, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Il faut que tu avances. Donc, forme-toi avec du contenu gratuit ou du contenu payant. Prends quelqu'un qui te correspond, comme tu disais tout à l'heure, et quelqu'un surtout qui est sérieux. Tu peux vérifier beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui. Donc, va pas prendre un mec qui vend des formations et qui a deux biens. Je ne dis pas que je suis plus légitime que quelqu'un d'autre, mais j'ai une trentaine de lots en Ile-de-France, j'ai travaillé 15 ans à la banque. Voilà, j'ai fait quelque chose parce que je sais que je peux le faire. Après, beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent le faire. Choisis quelqu'un qui te correspond, mais avance surtout et fais ton expérience à toi. Va chercher de l'expérience, va chercher du concret. Donc, va sur le terrain, c'est pareil, des gens qui veulent investir, qui vont jamais sur le terrain, ça sert à rien. ouais, non mais c'est Les ça. travaux, ne les fais pas, mais va voir au moins ce qui se passe sur ton chantier. Moi, j'ai des gens, ils délèguent tout. Alors, tu as des gens qui ont un profil plus patrimonial, qui gagnent bien leur vie et qui gagnent, je te donnerai 200 000 euros à l'année. Ils n'ont pas envie de s'emmerder avec un investissement locatif. C'est pour faire du patrimoine pour plus tard pour leurs enfants. OK, mais tu investis quand même un certain montant. Va voir sur place ce qui se passe. Et si tu veux investir sur plein de biens, bah, va voir sur ton chantier comment ça se déroule. Au début, la démolition, après ce qui se passe.
et vois les différentes étapes que tu peux avoir sur un chantier parce que si tu le fais pas, en fait, tu sauras jamais de quoi tu parles. Et c'est le meilleur moyen de te faire escroquer parce que tu investis dans quelque chose et tu sais pas de quoi tu parles. La crypto, c'est pareil. Moi, j'en propose pas et j'en ai pas fait perso. On a fait juste un petit peu avec mon collègue parce qu'il m'a conseillé d'acheter du Terra Luna et ça s'est cassé la gueule. Ouais, je l'ai acheté super bas et j'ai pas vu grand chose. Mais diversifiez vos investissements, c'est pareil. N'investissez pas. Alors ça, c'est mon point de vue. C'est ce que je vous dis moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais n'investissez pas sur de la location courte durée que sur ça. Faites un peu de colocation, faites un peu de location classique, faites un peu de location meublée, faites un peu de courte durée. C'est le meilleur moyen en diversifiant de prendre le moins de risques possible, en tout cas de lisser le risque. Et dans l'investissement financier, c'est pareil. Ne faites pas que de la crypto, faites de l'investissement classique en bourse. Diversifiez, mettez pas tout sur une action. C'est important de diversifier ses investissements. Donc faites attention à ce que vous faites et n'allez pas prendre le premier truc qui vient juste pour acheter un truc, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des formations et qui ne suivent pas les formations. Moi, je le vois même avec des gens parce qu'on peut voir le suivi. Les gens mettent 1000 balles dans une formation, mais au final, ils la font pas. Ça sert à rien. Soit vous êtes motivé, vous avancez et vous mangez de l'investissement tous les jours, soit faites rien. Enfin, si c'est pour acheter un truc, dépenser 1000 euros, bah, allez les dépenser dans un week-end ou dans quelque chose de plus intéressant si vous n'êtes pas vraiment motivé. Moi, ça c'est, je sais pas s'il y a des gens qui sont sur ce live, qui sont dans ce cas, mais ceux qui ont pris des formations et qui n'ont pas investi, vous êtes les pires. Franchement, vous êtes les pires. Parce que vous avez la. Mais là, moi, je suis comme une ouf. Avec l'inflation qu'il y a, avec les connaissances que vous avez une fois que vous vous êtes formé, mais qu'est-ce que vous attendez? Moi, la première fois que j'ai pris ma première formation IMO, mais j'étais tellement bouillante, je bouillonnais en moi, j'ai même pas eu le temps de la finir. J'ai même pas eu le temps de la finir que je me suis dit, quoi? On peut faire des rentabilités comme ça, c'est possible, mais j'y croyais pas. Je regardais les annonces et je me disais, ouais, je faisais mes calculs de rentabilité, mais je me suis dit, mais l'immobilier, c'est incroyable en fait. Que direct, bim, je suis partie voir des biens, visiter des trucs. Ceux qui payent une formation et qui passent pas à l'action, qui achètent pas, vous êtes les pires. Franchement, vous avez investi de l'argent. Moi, en plus, alors aujourd'hui, ça va, j'arrive à plutôt bien m'en sortir. Je dis pas que je roule sur des 1000 et des 100, mais financièrement, j'arrive à plutôt bien m'en sortir. Mais je connais vraiment ce que c'est que la valeur de l'argent. Je connais vraiment ce que c'est que la valeur de l'argent. Donc mettre 1000 balles dans une formation et ne pas la regarder ou ne pas investir, même si vous l'avez regardée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez mis 1000 balles. Alors qu'en fait, moi, dès mon premier investissement, la formation que j'ai payée, je l'ai payée 1000 balles. La première que j'ai faite, je l'ai payée 1000 balles. Et ben, je vous jure qu'elle m'a fait gagner au moins 20 000 balles. Au moins. Mais en plus, ça, c'est ce que je dis à tout le monde. En fait, déjà, il faut être motivé. Et puis après, il ne faut pas regarder ce que tu payes, il faut regarder ce que ça va te faire gagner. Si tu achètes un truc demain, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, et que ça te fait rien gagner, bah, excuse-moi de te le dire, mais pour parler crûment, tu t'es fait un peu, on va le dire poliment, tu t'es fait avoir. Mais Mais en fait, ils se il sont faut fait que avoir quand tout tu seuls. investis, ouais, mais quand tu investis une somme, il faut que tu aies un but, un Bah oui, objectif et que ça te fasse gagner. Si tu investis 2000, ça te fait gagner 20 000, tu as gagné. Si tu investis 2000 euros et que tu gagnerais en échange, bah, ça sert à rien. mais Reste c'est chez ça. toi. Ne fais rien. Et en plus, vous avez plein de choses qui peuvent vous motiver. La formation, ça peut être quelque chose qui vous motive, mais ça doit être quelque chose qui vous apprend un truc. Mais par contre, les séminaires, les apéros IMO, tout ce qu'organisent les investisseurs, allez-y, c'est gratuit. Vous y allez ou vous payez une conso à 5 balles ou à 10 balles et c'est gratuit. Vous allez échanger avec des gens qui ont déjà fait des investissements, qui ont déjà fait des opérations. Et c'est eux qui vont vous donner des contacts. Et ça, c'est Mais gratuit. prenez même un Le verre fait d'eau. de, Prenez un verre d'eau au bar. voilà, un verre d'eau du robinet, vous allez passer à l'action. Et faites-vous des contacts dans ces événements-là. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester sur le côté. Quand vous allez dans des événements comme ça, parler avec des gens qui ont fait des opérations, ils vont vous dire, bah voilà, tu peux aller voir tel banquier, tu peux aller voir tel agent IMO, moi j'ai tel truc, bah tiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui ça correspond à ce que je recherche, je le vends, ça t'intéresse, et hop, et tout n'est pas une escroquerie. Prenez le temps d'analyser ce qu'on vous propose, mais tout n'est pas une escroquerie, ça peut être une opération intéressante. Donc, allez-y, si vous voulez faire des formations, faites des formations. Si vous voulez faire autre chose, faites autre chose. Mais quoi qu'il arrive, passe à l'action, n'attendez pas. Si vous reportez toujours à demain ce que vous pouvez faire maintenant, ben, il ne se passera jamais rien en fait. Il y a toujours un truc. Aujourd'hui, les taux augmentent. Ouais, mais le marché de l'immobilier va peut-être baisser. Et hier, bah, le marché de l'immobilier était haut, mais les taux étaient très bas. On vous donnait de l'argent gratuit. Il y a toujours la possibilité de faire un truc, de passer à l'action.
Je ne sais pas si tu veux conclure sur quelque chose. Ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on est en live. Ouais, bah écoute, Est-ce que tu as un mot de la fin? non, moi, comme je t'ai dit, je pense qu'on a très bien Ce que tu conclu. proposes, On- ce que tu proposes aussi des formations sur le marketing, je crois, pour les gens qui sont entrepreneurs, que ça pourrait C'est intéresser. ça. Moi, je suis sur le marketing digital plutôt. Alors, rien à voir avec l'immobilier, mais en fait, moi, mon objectif, c'est en fait quand j'ai commencé à investir, justement, quand j'ai commencé à me former sur l'investissement, que ce soit en IMO, en crypto, parce que du coup, j'ai investi en IMO, mais pas que. Et même, en fait, je me suis formée beaucoup, en fait, pendant le Covid, le premier Covid, que ce soit sur le dropshipping, que ce soit sur tout ce qui est référencement des réseaux sociaux, même si du coup, j'avais déjà mon expérience, puisque j'étais déjà moi-même sur les réseaux sociaux et que j'arrivais déjà à en vivre. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, que ce soit sur le business en ligne ou les investissements, on n'était vraiment pas beaucoup de femmes en fait. Et je me suis dit, bah merde, pourquoi moi je le fais, pourquoi elles le font pas? Pourquoi j'arrive à me lancer et au moins à me former et pourquoi on est si peu dans les formations à être des femmes? Et en fait, du coup, j'ai lancé le mouvement de Girl Success, donc c'est aussi le nom de ma boîte. Et en fait, aujourd'hui, bah, tout simplement, j'aide les femmes à développer leur activité sur les réseaux sociaux, en fait, à avoir de la visibilité, mais surtout pas en tant qu'influenceur, mais plus à trouver des clients et avoir une vraie stratégie digitale, que ce soit sur Instagram, mais pas que, sur TikTok, sur YouTube, sur Pinterest, sur Facebook aussi, ou voilà, pour différents business. Donc ça, c'est mon activité à moi. Mais voilà, sinon, pour conclure, je pense qu'on a bien conclu sur le passage à l'action. Et effectivement, se former, c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'en fait, se former pour rien faire, ça ne sert à rien. Ouais, c'est ça. Je pense que ça conclut bien notre live de ce soir. Donc, surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Clémence ou moi, en message privé. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est moi qui réponds à tout le monde. Pareil, si vous prenez des rendez-vous téléphoniques, c'est moi qui appelle. Donc, si vous avez des questions sur l'investissement IMO, sur le financement notamment, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions sur le marketing digital, n'hésitez pas à les solliciter, Clémence. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as Merci à toi, consacré c'était ce grave soir. cool. C'était un super live. Ouais. J'ai grave kiffé. J'espère que vous avez, moi aussi, j'espère que tout le monde a apprécié. Et puis n'hésitez pas et à bientôt. Passez de bonnes soirées, de bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas partis encore.